Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on traite des sujets qui vous concernent et on aborde notre dossier du jour qui est consacré au municipal pour Paris en 2026, alors que l'union de la droite et des macronistes est lancée. Si Rachida Dati et Benjamin Haddad ont plaidé pour un front commun entre LR et Renaissance, des doutes demeurent quant au ralliement effectif des macronistes. Certains décrient la personnalité de la ministre de la Culture et lui préfèrent le pragmatisme de Bournazel. À gauche, toujours pas d'union pour le moment autour d'Emmanuel Grégoire. C'est l'occasion évidemment d'en discuter en plateau et de le faire avec nos excellents invités autour de la table. En culture, Fluctuart accueille une exposition immersive du street artiste Le Valais intitulée Sabordage, et quoi de mieux qu'un centre d'art flottant pour évoquer un naufrage. On en parle tout à l'heure dans l'entretien culture. Le Figaro Histoire avec Geoffroy Caillet qui nous raconte la prise de la Bastille et ce jour qui a durablement marqué l'histoire de France. C'était le 14 juillet 1789. Rachida Dati plaide pour une union de la droite et de la Macronie pour remporter la bataille de Paris. Elle peut compter sur le soutien de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Il s'est exprimé sur Public Sénat, c'était le 11 juin 2025, on l'écoute. La soutien, je pense qu'on a besoin d'unité. Les expériences récentes, la dernière élection municipale à Paris a montré que la division, c'est la voie de la défaite. Moi, je pense aujourd'hui qu'elle est la mieux placée, et naturellement, il faut que... Après, on ait des discussions sur la façon dont on va structurer la campagne, sur le projet que l'on va porter, sur la vision qu'on a pour Paris et pour les Parisiens. Mais encore une fois, mettons-nous au travail. On a là, je crois, une opportunité de l'emporter et de donner, encore une fois, une autre voie, la voie de réconciliation, de l'apaisement, de la sécurité. L'unité pour l'emporter, rien de garanti du côté de la Macronie, idem à gauche. Alors on va faire le point sur la situation pour que vous compreniez mieux les stratégies en puissance, en prévision des municipales 2026. Et on le fait avec nos invités autour de la table. Célestine Gentilhomme, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au service politique du Figaro. Yann Brossat, candidat à la mairie de Paris, sénateur PCF Bonjour. de Paris. Francis Spinner, candidat à la mairie de Paris, sénateur LR de Paris. Bonjour. Merci beaucoup d'être en plateau également. Stéphane Fournier, directeur d'études chez Cluster 17. Merci beaucoup à tous les quatre d'être autour de la table. Et c'est officiel, Rachida Dati demande une union de la droite et de la Macronie. Sans grande surprise, les Parisiens ont envie d'alternance. Ils veulent que ça change. Alors si on perd demain, ce sera de notre faute car on se sera saboté. On a une responsabilité d'union. On a un socle idéologique commun. Y a-t-il vraiment, Célestine Gentilhomme, un socle idéologique commun ? Ce qui est certain, en tout cas pour revenir tout à l'heure sur l'extrait de Benjamin Haddad, c'est qu'aujourd'hui Rachida Dati seule ne pourrait pas gagner s'il n'y a pas cette union élargie effectivement aux macronistes. Et vous le disiez vous aussi tout à l'heure, c'est que ça me semble un petit peu compliqué justement d'imaginer que des macronistes pur jus ou l'aile gauche de la Macronie aillent se ranger derrière une personnalité aussi clivante que Rachida Dati, qui d'ailleurs, pendant les municipales de 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle n'avait pas été très aimable avec les macronistes, y compris avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn qui a récemment dit qu'elle ne voterait pas pour Rachida Dati et qu'elle ne la soutiendrait pas. Donc c'est vrai qu'objectivement, on a du mal à voir comment Renaissance, qui doit décider finalement de ce qu'ils feront soutenir ou alors soutenir Rachida Dati ou soutenir un candidat de leur rang. Par exemple, Pierre-Yves Bournazel ? Oui, potentiellement, mais c'est pas vraiment un candidat Renaissance. Non, il est candidat Horizon, tout à fait. Mais certains macronistes disent qu'il ferait figure de candidat plutôt pragmatique. Et quand on parle de centre idéologique pour Paris, ce qui est possible en tout cas, c'est qu'une partie des macronistes aille, peut-être pas officiellement, soutenir Pierre-Yves Bournazel, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la campagne de Rachida Dati, si Renaissance soutient sa candidature, la question c'est est-ce qu'elle va faire campagne à droite, au centre ou au centre-gauche, mais ça on l'imagine assez mal. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, gagner Paris en faisant campagne à droite, c'est pas si simple, y compris si la réforme Paris-Lyon-Marseille aboutit d'ici là, puisque la réforme PLM est actuellement en train d'être étudiée à l'Assemblée, la navette parlementaire s'accélère. C'était compliqué pendant la dernière commission paritaire encore. Exactement, les sénateurs n'en voulaient pas vraiment. Donc, si ça aboutit, je ne suis pas sûre que ça renverse complètement les jeux et que ça ouvre un quelconque boulevard à une Rachida Dati ou autre. Donc là-dessus, je ne sais pas trop si ça va inverser les équilibres. Yann Brossat, cette loi PLM, vous êtes contre ?
Oui, je pense que c'est une très mauvaise loi. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, puisqu'au Sénat, il y a une très Francis Szpiner est d'accord avec vous? Tout à fait, ça arrive. Pas forcément pour les mêmes raisons. Il y a une très large majorité au Sénat qui s'est prononcée contre, au-delà des clivages droite-gauche traditionnels, tout simplement parce que c'est une loi qui qui fait croire à des mérites qui ne sont pas les siens. C'est une loi qui, par exemple, fait croire qu'on pourra voter directement pour son maire. Ça n'est pas le cas, puisque, en l'occurrence, c'est toujours le Conseil de Paris qui élira le maire, comme dans toutes les villes de France. C'est le Conseil municipal qui élit le maire. Oui, c'est une loi qui est pleine de fausses promesses, et donc moi, je n'y suis pas favorable. Mais au-delà de ces enjeux de mode de scrutin, j'ai hâte qu'on se confronte vraiment sur les sujets qui intéressent les Parisiens, parce que c'est quand même ça le cœur du débat des municipales. Un mot sur la loi PLM, Francis Szpiner. C'est une mauvaise loi, bâclée, c'est du tripatouillage électoral, c'est une mauvaise loi pour Paris parce qu'elle affaiblit la démocratie de proximité que sont les maires d'arrondissement. Quand vous avez un problème, vous allez voir votre maire. Vous n'allez pas à l'hôtel de ville. Et donc, ils ont déjà peu de pouvoir, ils en auront moins. Le système électoral, c'est une usine à gaz. Personne n'y comprend rien. Et c'est une promesse démagogique de faire rentrer Paris dans le droit commun, alors qu'on invente un système qui fait qu'on voterait à Paris comme dans aucune autre commune de France de toute façon. Donc tout ça est une supercherie qui vise à essayer de faire croire que nous perdons Paris parce que le système électoral nous défavorise. Vous savez, il y a une règle simple en matière d'élection qui s'est toujours vérifiée à Paris. On n'a jamais perdu Paris en ayant eu plus de voix que la gauche. C'est faux. À chaque fois que nous avons perdu Paris, c'est parce que nous avions moins de voix. Donc l'objectif, c'est pas de faire une réforme électorale, c'est de proposer aux Parisiens un projet autre que celui de la gauche. Et on y reviendra. Et moi, je suis pour qu'on parle aux Parisiens plutôt que les histoires d'appareils. Vous avez parlé de Madame Dati. Madame Dati n'est pas la candidate des Républicains, elle ne sera pas la candidate des Républicains. Donc quand on parle de socle idéologique commun qui pourrait rassembler autour de Rachida Dati, vous n'y croyez pas? Mais ça ne veut rien dire. Nous parlons d'une élection municipale. Alors, il n'y a pas d'idéologie? Si, il y a une différence entre la gauche et la droite. Nous n'avons pas la même vision de la sécurité. Nous n'avons pas la même vision de la rigueur budgétaire. Mais quand je vois que Mme Dati était prête à revenir sur les voies sur berge, là, on n'est plus dans l'idéologie, on est dans le pragmatisme parisien. Quels sont les projets pour Paris ? Quels sont les projets pour Paris ? Et on reviendra sur les projets et sur les propositions que vous portez tout à l'heure. Stéphane Fournier, une question concernant la victoire potentielle de Rachida Dati aux élections municipales pour Paris en 2026. Elle a besoin effectivement de la Macronie. Sans la Macronie, elle perdra cette élection à Paris? Oui. Face à Emmanuel Grégoire? Par exemple, effectivement, la particularité de Paris, mais pas que de Paris, c'est qu'elle est très clivée entre la gauche et la droite. Vous avez deux camps, deux blocs électoraux relativement homogènes, bien que la gauche aujourd'hui connaisse une forte concurrence de la part de la France insoumise. Mais donc, effectivement, Rachida Dati, si elle veut gagner, si elle veut faire plus de 50% des voix, et Francis Szpiner le rappelait à juste titre, c'est très dur pour la droite sociologiquement de le faire, parce que l'électorat parisien, en se renouvelant, est de plus en plus à gauche. La gauche augmente son score en réalité, et même dans les sondages, peut-être n'a jamais été aussi haut, paradoxalement, au premier tour. Et donc, si Rachida Dati veut l'emporter, elle doit faire le plein du centre jusqu'à la droite de la droite. Et donc, cette équation-là... C'est possible, une alliance avec le RN ? Si jamais elle n'obtient pas ce qu'elle veut du côté de la Macronie ? Je pense pas. En plus, le RN à Paris, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas grand-chose. Bon, ça commence. Ils sont testés quand même à autour des 10%, ce qui est quand même une nouveauté aussi. Ils ont fait des bons scores aux européennes. Elle pourrait basculer Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, de fait, elle va engager toutes ses forces pour faire une alliance avec le centre. Ça n'aurait pas de sens de rebasculer. Ça n'aurait pas de sens de rebasculer. En plus de ça, les gains seraient très marginaux. Excusez-moi, si vous regardez les derniers sondages, les deux derniers, quand Mme Dati est la candidate de toutes les oppositions à la gauche, elle faisait 35 dans l'avant-dernier sondage, 34. Expliquez-moi comment, avec 34% au premier tour sans réserve de voix, vous pouvez gagner Paris. En revanche, lorsqu'il y a une alternative à la candidature de Mme Dati, que ce soit la mienne ou celle de M. Bournazel, on augmente la capacité au premier tour puisqu'on passe à plus de 40 voire 41. Et d'ailleurs l'extrême droite baisse et la gauche stagne. Donc il faut s'opposer ensuite pour se réunir au second tour ? Je n'ai pas dit ça, je dis simplement que Mme Dati aujourd'hui, même si elle rassemblait tout le monde, de par sa personnalité, elle ne peut pas gagner Paris. Nous perdrons Paris avec Mme Dati. On va reparler de la personnalité de Rachida Dati, en effet, qui n'a pas perdu de son piquant. On a pu le constater les dernières semaines. Une réaction, Yann Brossat, je voyais réagir. Au-delà des enjeux de stratégie politique,
je pense qu'il faut prendre la mesure du fait que cette élection municipale, elle se déroule dans un contexte. Ce contexte, c'est une montée de l'extrême droite, de ce qu'on appelle une internationale réactionnaire partout dans le monde. On a Trump aux États-Unis, on a Orban en Hongrie, on a Meloni en Italie. Oui, mais c'est vrai à l'échelle. Je vous ai pas coupé. C'est vrai à l'échelle de la France avec Le Pen et Bardella. Paris, de ce point de vue-là, est un pôle de résistance. Paris, c'est une ville qui est profondément animée par des valeurs progressistes, une ville qui est profondément écolo. Et donc, la question qui se posera à ces élections municipales en mars 2026, c'est est-ce que Paris reste ce pôle de résistance-là ou pas ? Est-ce que Paris continue à être une ville très engagée pour l'écologie ? Et quand même, quand on voit la semaine qu'on a passée, 40 degrés dans une ville comme Paris, pendant plusieurs jours, la question, elle est centrale. Est-ce que Paris continue, par exemple, à réduire la place de la voiture, à augmenter la place dédiée à la nature ? C'est ça les grandes questions qui se posent. Et pour vous, si Rachida Dati est élue maire de Paris en 2026, elle va détricoter ce qui a été mis en place ? On sait qui elle est, parce qu'en politique, on est ce qu'on fait. Madame Dati s'est opposée systématiquement à la réduction de la place de la voiture. Elle a proposé récemment, Francis Spinner en parlait à l'instant, de refaire venir des voitures sur les voies sur berge. Vous savez, les Parisiens, ils y sont tous les week-ends sur les voies sur berge et ils plébiscitent cet aménagement qui a été voulu par Anne Hidalgo. Je ne pense pas qu'il veuille revenir en arrière. Il y a beaucoup de Parisiens aussi qui disent que la place de la voiture aujourd'hui à Paris est insuffisante et qu'ils en souffrent au quotidien. Oui, ils le diront à l'occasion des élections municipales, mais enfin ce que je sais, c'est que 2/3 des Parisiens n'ont pas de voiture et que les Parisiens, à 4 reprises, en 2001, en 2008, en 2014, en 2020, ont voté pour la gauche et pour les écologistes parce qu'ils voulaient justement... Donc pour vous, il n'y a plus besoin d'alternance. Mais surtout, il y a des résultats à la clé. Vous avez effectivement moins de voitures, vous avez 2 fois moins de pollution qu'il y a 20 ans. Je veux dire, la question de la pollution, ce n'est pas une question secondaire, c'est la capacité à survivre dans une ville comme Paris. Et donc, je pense qu'évidemment, les Parisiens auront le choix, ceux qui souhaitent plus de voitures pourront le dire. Moi, mon opinion, ma conviction, c'est qu'il y a une majorité de Parisiens qui, effectivement, veut moins de place pour la voiture et veut plus de place pour la végétalisation et pour des espaces piétons. Mais ils le diront à l'occasion des élections. Célestine Gentilhomme, on a parlé de la personnalité de la ministre de la Culture. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dans vos propos introductifs. Il y a aussi son manque d'ancrage local qui est pointé du doigt. Évidemment, elle est toujours maire du 7e arrondissement. Elle est surtout ministre de la Culture. Est-ce que ça peut jouer contre elle ? Ce qui peut jouer contre elle, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière l'échec, ou du moins le camouflet infligé par les députés sur la réforme de l'audiovisuel public, où en fait on sentait quand même que Rachida Dati voulait avoir un bilan au ministère de la Culture, voulait montrer, avoir quelque chose qui puisse lancer sa campagne. Elle tenait beaucoup. Exactement. Bon, les députés ont adopté une motion de rejet préalable, c'est-à-dire que le texte a directement été renvoyé au Sénat. Donc chez vous, messieurs. Sauf que, bon, on ne sait pas trop si c'est une manœuvre ou pas, puisque de toute façon, vu le nombre d'amendements qu'il y avait sur ce texte, il n'y avait aucune chance, en tout cas, que dans le temps imparti, ça aille jusqu'au bout. Mais il n'en reste que sur le bilan de Madame Dati au ministère de la Culture, c'est assez compliqué aujourd'hui d'aller en campagne et de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc en plus de son ancrage local, il y a toute la question de qu'est-ce qu'elle a fait à la culture depuis qu'elle y a été nommée. Donc indépendamment d'un bilan local et d'un ancrage réel sur le territoire parisien, il y a cette question du bilan au ministère de la Culture qui va intéresser les Parisiens ? Je ne suis pas sûre que ça les intéresse, parce que je pense que quand même le gros du dossier, c'est beaucoup plus sur la personnalité clivante de Madame Dati, qui a soit un effet repoussoir pour certains, soit, je ne sais pas, il y a peut-être des fans absolus de Rachida Dati qui vont aller voter pour elle, mais en tout cas, sur la question de l'union ou non, ce sera forcément sa question de personnalité clivante. Donc sur le bilan local, en fait, ça dépend. Effectivement, vous le disiez, ce qui intéresse les électeurs, c'est le projet pour la ville. Il faut voir aussi dans quelle mesure le scrutin, surtout à Paris, ne sera pas non plus très nationalisé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux nationaux qui entrent en compte en plus des enjeux locaux. Maintenant, sur le bilan local, c'est sûr qu'à la mairie du 7e arrondissement, c'est assez compliqué de mettre en avant des projets qui auraient pu être lancés par Madame Dati. Donc évidemment, ça rentre en compte. Même si je pense tout de même que les municipales de Paris, qui plus est, c'est aussi une question de personnalité. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, quand on voit le casting de départ, j'imagine qu'il y aura quand même quelque chose de rencontre entre, non pas l'homme et le peuple, mais entre l'homme et les Parisiens. Et pour le coup, peut-être la femme.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte finalement, quand on parlait tout à l'heure d'alliance possible entre la droite et la Macronie, que derrière, il y a un certain nombre d'éléments qui font que ça ne peut pas marcher. Il y a évidemment, on en a parlé tout à l'heure, Pierre-Yves Bournazel, on va l'écouter dans un instant. Du côté des LR, il y a des oppositions multiples. Vous en êtes un exemple, Francis Szpiner, évidemment. J'aimerais qu'on écoute d'abord les mots de Pierre-Yves Bournazel. Il s'est exprimé sur France Info le 2 juin. Je crois que chacun connaît bien Madame Dati et je crois que nous n'avons pas le même rapport à la vérité, n'avons pas les mêmes valeurs. Je suis un homme de progrès, je crois au progrès, n'avons pas le même projet. Qu'est-ce que ça dit, ça, finalement, Pierre-Yves Bournazel, qui est aussi clivant par rapport à Rachida Dati? Ce n'est qu'une posture politique ou il le pense sincèrement? Pierre-Yves Bournazel est d'abord un élu de Paris depuis longtemps. C'est quelqu'un qui, au Conseil de Paris, a des interventions qui sont dénuées de sectarisme, et c'est quelqu'un qui aime sa ville. Ce n'est pas un candidat à prendre à la légère. Je pense que au Conseil de Paris, Madame Dati avait la chance d'être à la tête du plus grand groupe. Nous étions 54. Après 4 ans, nous sommes divisés en 3. Donc elle est une femme de division, incapable de rassembler. Et au Conseil de Paris, on voit bien qu'il y a une opposition de droite responsable et une opposition de droite qui est dans l'excès, dans le chaos permanent, dans l'agitation au sein du Conseil de Paris. Donc oui, ce que dit Pierre-Yves, je le partage. Donc là, c'est la droite, finalement, qui est entièrement divisée sur le sujet de Paris et de ses municipales à venir. Mais, quand on vous écoute... Non, mais notre sujet, c'est pas de parler à Madame Dati. C'est de parler aux Parisiens. C'est de parler aux Parisiens. Et nous aurons un projet, nous dirons voilà ce que nous voulons faire, voilà pourquoi nous sommes en opposition avec ce qui est fait depuis 25 ans. Et ce projet sera très différent de celui qui sera proposé par Madame Dati ? À ce jour, j'ignore quel est le projet de Madame Dati. Moi, depuis maintenant plusieurs mois, je vais à la rencontre régulièrement des gens de la société civile sur des thèmes très précis. Nous nous nourrissons de ce qu'ils disent, que ce soit en matière de nuisances sonores, que ce soit en matière d'accès des handicapés dans la ville, que ce soit la protection du patrimoine. Vous parliez de la ministre de la Culture. Elle aurait pu s'illustrer dans la défense du patrimoine parisien, par exemple. Je n'ai pas souvenir qu'elle s'y soit intéressée outre mesure, alors que Paris, la richesse de Paris, c'est son patrimoine. Et les Jeux Olympiques ont démontré que les Parisiens et le monde entier découvraient ce patrimoine magnifique. Ce patrimoine magnifique doit être entretenu. Il ne l'est pas. Pardon, mais on a le sentiment d'une vraie guerre fratricide. Mais encore une fois, moi, je ne suis en guerre avec personne. Moi, je suis là pour parler aux Parisiens et les convaincre que c'est nous qui avons le meilleur projet. La guéguerre entre personnalités, entre étiquettes politiques, les Parisiens s'en moquent. Quelles sont les chances effectives de Pierre-Yves Bournazel ? Pour le moment, si on en croit les sondages, elles sont relativement faibles. Tout dépendra de qui le soutient. C'est-à-dire qu'il y a un autre paramètre qui n'a pas été évoqué, c'est l'éventuel jugement, procès qui est en cours, qui sera peut-être un élément de la campagne. Tout à fait. Et qui pourrait venir bouleverser les choses. Et oui, et Pierre-Yves Bournazel, il mise là-dessus. Je pense qu'il mise sur une chute de Rachida Dati, une chute peut-être judiciaire, et donc être un peu la candidature de substitution, l'autre vote, l'autre voie possible pour la droite et pour le centre. Et je crois que c'est stratégiquement assez malin. Pour autant, effectivement, dans les conditions actuelles, ces chances demeurent relativement faibles. J'aimerais qu'on écoute également les propos de Catherine Dumas, sénatrice LR de Paris, qui, elle non plus, ne s'est pas montrée très tendre envers la maire du 7e arrondissement. À l'écoute, elle s'est exprimée sur Public Sénat, c'était le 30 juin. Je ne sais pas de qui Rachida Dati sera la candidate d'ailleurs, parce que j'avais compris qu'elle avait le soutien et qu'elle était poussée par un certain nombre de personnes de Renaissance. De combien de personnes s'agit-il? Que font les autres? Moi je lis dans la presse que certains sont à la recherche aussi d'autres candidats. Donc on voit bien que ce n'est pas simple, donc il faut que ça devienne plus clair. Après, ce que feront les LR, eh bien encore une fois, c'est la commission d'investiture du parti qui le décidera. Des propos durs qui concernent la ministre de la Culture, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. Elle dit de vous, Francis Szpiner, il est fébrile dans l'attaque et la surréaction. Qu'est-ce que vous répondez à Rachida Dati ? Ceux qui me connaissent savent que je ne suis jamais fébrile. On me reproche même d'être un animal de sang-froid un peu froid. Moi, je suis très tranquille. Mais vous y croyez ? À quoi ? À la mairie de Paris. Bien sûr. Je pense que
si nous faisons un bon projet, nous gagnerons Paris. Je pense que les Parisiens ont envie d'alternance, je pense que 25 ans, c'est beaucoup. Je pense ensuite qu'un certain nombre de gens n'auront pas envie de voir M. Belliard gouverner avec les gens de LFI. Parce que c'est ce qui va se passer. Est-ce que ça, c'est probable ? L'alliance Belliard-LFI ? Je sais pas. Non, qu'il remporte la bataille de Paris, surtout. Qu'il remporte la bataille de Paris. L'alliance, peut-être. Effectivement, de fait, aujourd'hui, le leadership du Parti socialiste, il est fortement remis en cause dans l'électorat. Il y a une demande d'alternance qui s'exprime majoritairement dans l'électorat parisien, mais y compris à gauche. Et effectivement, si une alliance LFI-ELV voyait le jour, il y aurait de grandes chances qu'elle arrive en tête du premier tour, ou en tout cas en tête de la gauche au premier tour, et qu'elle soit le point de ralliement pour le second. Donc c'est pas totalement de la science-fiction, en effet. Je vous oublie pas du tout, Yann Brossa, on va parler de la gauche parisienne. Une dernière question qui concerne Rachida Dati. Le soutien du président de la République, elle aurait obtenu son assurance d'être la candidate unique à Paris. Petit 1, est-ce que c'est vraisemblable ? Et petit 2, est-ce que ça change quelque chose ? Bon, si c'est vraisemblable, je sais pas, Si Madame Dati le dit, ça doit être vrai. Je sens l'ironie. Non, Emmanuel Macron chuchote pas l'oreille, donc j'en sais rien, mais c'est possible, on n'en sait rien. En même temps, ce qui est certain, c'est que chez Renaissance, en termes de candidature, c'est un peu le vide. Hormis Gabriel Attal, qui a laissé entrevoir une potentielle candidature avant de faire 4 pas en arrière, et Clément Beaune, qui est parti, lui, au plan, c'est sûr qu'on n'a pas le sentiment que Emmanuel Macron ait mis en orbite quelqu'un. Regardez Monsieur Bayrou. Oui, peut-être. Voilà, il veut peut-être emprunter le même chemin. Et ensuite, est-ce que ça fera la différence ? J'en suis pas bien sûre. C'est parce qu'il risque de faire basculer l'élection à Paris. Non, j'en suis pas bien sûre. Pas d'union garantie à droite, donc c'est peu de le dire. Que va-t-il se passer à gauche ? Emmanuel Grégoire donc, sera le candidat des socialistes. Il a remporté la primaire. Est-ce que vous allez le soutenir, Yann Brossa ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est non envisageable ? Moi, je suis pour l'union, mais je suis pour l'union qui inclut les écologistes. Moi, je suis favorable à une liste d'union au premier tour, des socialistes, des communistes, des écologistes. Vous savez, c'est simple, nous dirigeons cette ville ensemble depuis 2001. C'est ce qui a permis, je le redis, de diviser par 2 la pollution, de multiplier par 2 le taux de logements sociaux, d'être la première ville de France à encadrer les loyers, d'être la première ville de France à encadrer les locations touristiques Airbnb pendant que certains nous expliquaient qu'il fallait les laisser se développer de manière anarchique. C'est nous qui avons fait ça ensemble. Donc c'est à nous de construire l'union et de mon point de vue, il faut la faire au premier tour pour maximiser nos chances de victoire. Avec Emmanuel Grégoire en tête d'affiche ? Avec, on verra bien la tête d'affiche. En l'occurrence, les socialistes ont désigné leur chef de file, les écologistes ont désigné leur chef de file, les communistes ont désigné le leur, ça a pris moins de temps. En l'occurrence, c'est moi. Et donc moi, ce que je souhaite, j'en ai fait la... On n'est pas forcément moins nombreux en nombre d'adhérents. Enfin bon, vous verrez. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai écrit dès cette semaine à David et à Emmanuel pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Et par ailleurs, si on cherche une figure connue à Paris, qui a été capable de montrer qu'elle est capable de mener une campagne, honnêtement, je pense ne pas être le plus mal placé pour tirer cette liste. Quid de la France insoumise ? Vous savez, là aussi, on est dans de la politique politicienne et on fait exister une formation politique qui aujourd'hui n'a pas de conseiller de Paris. Moi, ce que je souhaite, une fois de plus, c'est l'union de la majorité municipale. Et ensuite, les Parisiens se détermineront en fonction de questions simples. Est-ce qu'ils souhaitent ou pas diminuer la place de la voiture ? Est-ce qu'ils souhaitent ou pas qu'on fasse du logement social ? Moi, je souhaite au premier tour, mais je vais être très clair, au premier tour, c'est la majorité municipale, socialiste, communiste, écologiste. Et puis ensuite, ce sont les électeurs qui déterminent les rapports de force à l'issue du premier tour. Donc, mais en tout cas, pour ce qui concerne le premier tour, c'est une union des socialistes, des communistes et des écolos. Au deuxième tour, moi, je ne parle pas du deuxième tour tant que le premier n'a pas eu lieu. Et pour ce qui concerne la droite, je ne l'ai pas entendu expliquer qu'il n'y aurait pas d'alliance ni avec le Rassemblement national, ni avec les zémouristes. Donc vous voyez, moi je suis très clair. Au premier tour, c'est la majorité municipale. Vous ne pouvez pas être malhonnête. Vous savez qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours combattu l'alliance avec l'extrême droite et il n'y aura pas d'alliance ni au premier tour ni au deuxième tour. Ça c'est clair. Et en disant, quand vous dites il n'y aura pas d'alliance au premier tour, mais au deuxième tour, on verra, ça veut dire que vous ne l'excluez pas. Ayez le courage d'assumer que vous êtes prêt à faire l'alliance avec la France insoumise au deuxième tour. Je vois vos votes à l'Assemblée nationale et je vois que les Républicains, dans la grande majorité des cas aujourd'hui, votent main dans la main avec le Rassemblement national contre l'écologie, par exemple. Eh bien, les Parisiens verront tout ça. Vous votez bien la censure avec la France insoumise. Et en fonction de ça, ils se détermineront. La censure avec le RN. Arrêtez, c'est la politique. La fusion dans les votes entre le Rassemblement national
Et les LR, c'est tous les jours. Pour autant, la position de Francis Szpiner sur l'élection municipale à Paris est très claire. Oui, mais enfin, on verra ce que fera Madame Dati. Et on verra si Madame Dati est aussi claire. Et permettez-moi d'avoir quelques doutes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle fait consiste à lancer des œillades aux électeurs du Rassemblement national, en tapant par exemple sur le service public de l'audiovisuel, en rendant service matin, midi et soir à Monsieur Bolloré. Ça, c'est un appel du pied au RN ? Bien sûr que c'est un appel du pied au RN. Vous ne répondez pas à une question très simple. Si je vous ai répondu très clairement. C'est très simple. S'il n'y a pas d'alliance au premier tour et au deuxième tour, ce n'est pas impossible. La majorité municipale. Stéphane Fournier, qu'est-ce que ça donnerait, ça ? Une alliance donc au premier tour, comme Yann Brossat l'a rappelé, entre les socialistes, les écologistes et les communistes. Elle serait largement en tête de la gauche et elle serait au coude à coude, selon les hypothèses, avec la candidature de droite. Et donc, effectivement, serait très bien placée pour le second tour. C'est d'ailleurs parce que le gâteau est gros à gauche qu'il y a la tentation d'y aller diviser et que chacun veut tirer son épingle du jeu et prendre le leadership. Mais la question de LFI n'est pas une petite question, parce que la nouvelle donne de cette élection municipale à Paris, il me semble, et de cette élection municipale en général dans les grandes villes, c'est que la France insoumise sera à plus de 10%, probablement dans de nombreuses villes, et sera à plus de 10% à Paris, et sera même peut-être en tête dans certains arrondissements. Donc c'est non négligeable. De fait, il y a ça dépend du mode de scrutin. Ça dépend un peu du mode de scrutin. Dans une municipalité tenue par un maire d'arrondissement de gauche, je pense que ça atténuerait le succès de la France insoumise. Mais la France insoumise, si nous votons suivant la loi modifiée PLM fera la fortune de l'extrême droite et de la France insoumise. Il y aura une prime à l'étiquette. Exactement. Et vous êtes tous les deux contre cette loi PLM, on le rappelle. Je souhaite pour ma ville qu'elle soit gérée par des gens qui aient à cœur l'intérêt de la ville plutôt que l'intérêt de leur parti. Pour qu'il y ait une union de la gauche, il faut évidemment l'aval d'Emmanuel Grégoire, qui est le candidat socialiste, qui tire quand même évidemment par son nombre de voix et par l'adhésion des Parisiens un certain nombre de voix. J'aimerais qu'on l'écoute, il s'est exprimé sur France Inter, c'était le 7 juillet. Je veux avoir comme seule obsession de rassembler la gauche au premier tour en mars. Je veux avoir comme seule obsession de rassembler la gauche au premier tour en mars 2026. Ça doit se faire sur la base d'un programme clair, cohérent et de façon transparente vis-à-vis des Parisiennes et des Parisiens. Nous engageons la dynamique cette semaine. On se donne rendez-vous à la fin de l'été, mais je peux vous dire une chose, c'est que la gauche a hautement conscience de sa responsabilité. La menace de l'extrême droite, la menace d'une droite conservatrice extrêmement dure, ce sont d'abord les quartiers populaires, les classes moyennes qui en souffriraient. Donc notre responsabilité, c'est de les convaincre, c'est d'engager le rassemblement et de gagner. Assez peu d'ambiguïté sur la position d'Emmanuel Grégoire, c'est ce que vous disiez, vous allez le rencontrer, ainsi que M. Béliard. Oui, moi je souhaite, j'en ai fait la demande, que nous puissions nous rencontrer tous les trois dans les plus brefs délais pour construire ce rassemblement. Mais vous l'avez dit à juste titre, il n'y a pas d'évidence aujourd'hui à un leadership socialiste dans une ville comme Paris. Je pense que avant de savoir quelle doit être l'étiquette du chef de file, il faut choisir celui qui est le plus efficace et qui est le plus capable d'incarner les valeurs de Paris, de partir au combat face à une droite extrêmement agressive. Est-ce que cette étiquette communiste, elle joue contre vous, malgré justement cet ancrage local très fort ? Le sujet n'est pas de choisir un communiste, un socialiste ou un écologiste. Le sujet, c'est d'avoir un bouclier suffisamment solide face à la droite et l'extrême droite. Quand on choisit un bouclier, on prend le plus solide. On ne regarde pas l'étiquette qu'il y a sur le bouclier. Donc je pense être effectivement le plus solide. Donc vous nous demandez de l'oublier, cette étiquette ? Je vous dis simplement que j'ai mes valeurs. J'ai mes valeurs. Non mais vous savez, moi je veux bien que vous me fassiez des blagues toutes les 4 minutes. Je vous ai pas interrompu. En l'occurrence, je l'assume. Et vous savez, ma plus grande fierté, Monsieur Szpiner, c'est d'avoir installé contre les élus de votre groupe un centre d'hébergement dans le 16e arrondissement qui accueille des sans-abri. Il devait durer 3 ans. Il est là depuis 10 ans. Et c'est une fierté immense pour moi. Je l'ai d'ailleurs à l'époque. Je l'ai d'ailleurs. Mais vous n'étiez pas encore maire du 16e. C'était votre prédécesseur, Claude Goasguen. Et je suis tellement heureux. Et je suis tellement heureux que nous ayons tenu bon face à ceux qui nous hurlaient dessus, face à ceux qui nous menaçaient, face aux 2 tentatives d'incendie auxquelles nous avons fait face. Ben voyez, là on est dans un choix politique. Est-ce qu'on assume de faire des centres d'hébergement dans l'ouest parisien ? Est-ce qu'on assume de faire du logement social dans le 16e ou dans le 7e arrondissement chez Madame Dati ? Nous avons d'ailleurs fait 250 logements sociaux dans les anciens bureaux du ministère de la Défense contre Madame Dati, mais je suis tellement fier de voir des assistantes maternelles, des policiers, des militaires, des enseignants, des éboueurs vivre dans le 7e arrondissement, avoir leurs enfants qui
qui fréquentent les écoles publiques du 7e. Ben, c'est ça ma vision de Paris, et c'est pour ça que j'ai envie de me battre. Donc je comprends que ça énerve un certain nombre de gens, mais je me battrai pour ça. Célestine Gentilhomme, c'est ce qu'on note en tout cas de cet échange. Oui, ce qui est sûr, en tout cas quand on regarde la gauche, qui est objectivement la mieux placée aujourd'hui dans les sondages, et quand on regarde dans le détail les sondages, on voit que par exemple un monsieur Brossard, un monsieur Béliard et un monsieur Grégoire, ça se tient un peu dans un mouchoir de poche quand on les sonde à part. Donc je m'interroge sur la manière dont on va être décidé qui sera le réélu, puisqu'il n'y a qu'un seul fauteuil de maire de Paris. Est-ce que sincèrement, il y a un doute quand on est journaliste politique, que vous travaillez ce sujet au quotidien. Est-ce qu'il y a un doute justement sur qui sera la tête d'affiche de la gauche parisienne ? Pour l'instant, il y a une donnée où je suis d'accord avec Stéphane, c'est que l'hégémonie du PS aujourd'hui n'est plus aussi incontestable qu'elle pouvait l'être par le passé. Donc ça ouvre davantage les jeux. Maintenant, effectivement, il y a un doute sur la manière dont la gauche va réussir à avoir une fumée blanche, c'est-à-dire lequel de ces trois hommes sera le plus capable de rassembler, d'incarner la gauche, sachant que quand on vous écoute tous les trois, chacun se dit je suis le mieux placé. C'est normal. Mais vous savez, à ce sujet. Et ça sera le mot de la fin. Moi, j'ai peur de rien, et y compris une primaire. S'il faut aller à une primaire à l'automne pour trancher. Encore une primaire oui, mais vous n'en avez pas eu une primaire. Entre les trois candidats de la majorité municipale, une primaire ouverte aux électeurs de gauche. Mais moi, j'y suis favorable, il n'y a aucun problème. Et j'espère qu'Emmanuel et David auront le même état d'esprit que moi sur ce sujet. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer dans les prochains mois à discuter. Vraiment le mot de la fin. Juste pour rappeler, aux élections régionales, ce sont les écologistes qui sont arrivés en tête. C'est M. Bayou qui avait pris le leadership. Et qui avait ensuite une liste, M. Bayou, les socialistes, les écolos. C'est une autre époque. Voilà. Non, c'était pas une autre époque. Ça s'est aggravé depuis, à mon avis. Les écologistes avaient le vent en poupe beaucoup. Ah ben c'est vous. Voilà. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair sur ces élections municipales 2026. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans l'émission. Un grand merci à tous les quatre et on passe tout de suite à l'entretien culture. Merci. Je suis persuadée que vous connaissez le concept original de Fluctuar, ce centre d'art flottant à la programmation aussi riche qu'éclectique. C'est au tour du street artiste Le Valais de s'emparer de l'espace et d'y mettre sa patte avec une exposition immersive créée à dessein pour nous raconter l'histoire d'un naufrage, oui, sur une péniche chez Cocasse. Et on va en parler avec Le Valais en personne. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On est ravis de vous recevoir. Bonjour, merci d'être là. Comment est né ce projet avec Fluctuar ? On vous a finalement un peu confié les clés de la maison. Comment est-ce que vous êtes approprié les lieux ? Oui, ça fait un moment que cette exposition est prévue et qu'on m'avait proposé d'investir le lieu. Et comme à mon habitude dans ma démarche de travail, j'aime bien vraiment travailler in situ et du coup j'ai vraiment exploité le lieu qui est un bateau pour pouvoir aborder des thématiques qui sont proches de l'univers maritime. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu carte blanche ? Oui, c'est un lieu où, effectivement, on a toujours carte blanche pour les expositions. Ouais. Vous avez quand même le sens de l'humour, puisqu'avec Sabordage, vous nous évoquez la perspective d'un naufrage à venir, alors même que nous flottons au-dessus de la Seine, puisque vous l'avez rappelé, c'est un bateau, c'est une péniche Fluctuar. Tout à fait, ouais. Dans mon travail, il y a toujours un côté un peu sarcastique comme ça, et j'aime bien aborder, disons, les thèmes un peu graves qui gravitent autour de nous, mais toujours de manière un peu comique, voilà, pour la politesse du désespoir, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le sarcasme ? De pouvoir dire les choses autrement, de pouvoir les aborder sous un angle peut-être plus doux ? Oui, et puis surtout, j'ai l'impression que c'est un prisme qui permet d'attraper le public avec un premier sens de lecture qui va être sur un ton humoristique pour pouvoir ensuite passer à un deuxième sens de lecture qui va être un peu plus profond. Alors justement, on va expliquer à ceux qui nous écoutent le principe, l'âme de Sabordage. Grâce à votre imagination et à votre talent, vous nous emmenez dans une version parodiée finalement d'un dernier bal du Titanic. Comment est-ce qu'on réussit ce pari dans un lieu qui a quand même des contraintes techniques, géographiques ? Enfin, je veux dire, c'est une péniche, quoi. Il faut imaginer que vous en avez fait une sorte de Titanic avec un grand bal fastueux, avec des invités. Comment est-ce que vous avez réussi à... Oui, c'est un espace qui n'est pas forcément très facile à s'approprier parce que c'est un espace tout en longueur et du coup j'ai vraiment joué la carte de l'installation immersive en confrontant dans la grande salle en tout cas deux espaces, un espace donc justement qui représente cette espèce de bal avec des convives
qui sont habillés comme des invités à un bal début de XXe siècle, quoi, mais attifés de petits accessoires, disons, de plage qui laissent présager leur naufrage futur. Et en face de ça, j'ai installé des aquariums, donc dans des alcôves, avec des poissons hybrides qui sont faits avec des bidons d'huile. Voilà. L'idée, c'est toujours de nous proposer une expérience immersive, c'est de nous bluffer. Vous avez parlé de ces installations, il y a des tableaux, il y a des dessins. Comment est-ce que finalement vous composez l'histoire, le fil narratif? Qu'est-ce que vous cherchez à nous raconter? En tout cas, pour cette exposition, j'ai vraiment essayé de travailler sur une lecture un peu multicouche, c'est-à-dire par exemple sur le grand mur, le mur principal, on va voir ces personnages qui sont a priori au centre du jeu, mais il y a plusieurs couches de lecture, il y a aussi des hublots qui font partie du décor a priori, mais qui sont aussi des espaces de représentation, et derrière une tapisserie que j'ai aussi créé pour l'occasion et qui est une espèce d'assemblage de petits dessins un peu sur le mode de la toile de Jouy. On voit par exemple des otaries qui font du jet ski ou ce genre de choses. Donc à chaque fois, il y a plusieurs grilles de lecture et le spectateur, le visiteur peut s'approprier les différents espaces, les différentes installations. Comment est-ce que vous souhaitez que ça soit vécu ? En tout cas, moi j'ai voulu qu'on puisse avoir une appréhension globale de l'installation et qu'ensuite, une fois qu'on a saisi l'installation globale, qu'on puisse naviguer sur différents registres, différentes distances pour pouvoir avoir une lecture vraiment dans la déambulation, quoi. L'idée, si je reviens un petit peu sur l'histoire, c'est une réception très chic avec des invités qui sont triés sur le volet, une ambiance très festive. On boit, on mange bien, on est dans une ambiance très euphorique, on passe un bon moment. Et il y a une menace finalement qui gronde, qui enfle, qui est présente, qui prend de plus en plus de place et qu'on ne sait pas nommer. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse, le fait d'avoir ce côté un petit peu insidieux et de sentir cette menace qui prend de l'ampleur? Oui, mais je pense que cette menace, c'est quelque chose qu'on sent tous au quotidien. C'est un péril qui est d'origine multiple et qui est un peu intangible aussi parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais malgré tout, on continue de composer, de festoyer et de vivre, quoi. Et justement, quand vous parlez de naufrage, est-ce que vous pensez au naufrage d'un bateau ou est-ce que vous élargissez au naufrage de nos vies, au naufrage de la société, au naufrage du monde? À quoi est-ce que vous pensez? Évidemment, c'est métaphorique. Si j'utilise donc le prisme du bateau pour parler plus largement de la dérive de la société contemporaine et des murs dans lesquels on se dirige, tout en sachant pertinemment ce qu'il faudrait faire pour ne pas s'y diriger, mais on continue quand même malgré tout de vivre parce qu'on a cette espèce d'instinct et d'appétit qui nous empêche de raisonner. Et on ne veut pas voir les signaux d'alerte, on ne veut pas voir ce qui va mal. Ou quand bien même on les voit, on sait les ignorer, quoi. On choisit de les ignorer. Voilà. Comment est-ce que vous décririez la manière dont vous travaillez, la manière dont vous produisez des créations artistiques, la manière dont vous êtes un artiste? La plupart du temps, moi ce qui m'intéresse dans mon travail à la base, c'est vraiment de travailler avec le réel et de faire immerger l'art dans des endroits où on ne l'attend pas forcément. Donc je réfléchis beaucoup à la réception de l'œuvre et à la place du spectateur. J'ai un travail qui est assez intellectuel, je dirais, dans la mesure où quand je commence une œuvre, je sais exactement ce à quoi ça va ressembler et je me laisse pas guider par mon intuition ou quoi que ce soit, quoi. Mais il y a vraiment une place du dispositif qui est prédominante, quoi. Quand vous dites que vous aimez vous mettre dans la tête du spectateur, du visiteur, de celui qui va découvrir les installations, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe à l'intérieur de lui? Vous souhaitez déclencher une réflexion? Vous souhaitez déclencher une émotion? Les deux? Je dirais que c'est quelque chose qui se passe un peu par étapes. Je pense que je souhaite avant tout susciter un effet qui soit visuel, un effet plastique, qui interpelle le spectateur et qui lui permette ensuite de rentrer dans un cheminement de pensée plus réflexif sur l'œuvre. Mais j'ai l'impression qu'il faut ce truc-là un peu catchy pour saisir le spectateur et l'amener à une deuxième réflexion. C'est quoi votre vision du beau, de ce qu'on qualifie d'esthétique? Est-ce que c'est infiniment subjectif? C'est très subjectif, mais en même temps, c'est aussi assez objectivable. Je pense qu'on est quand même on est quand même d'accord
une grosse partie de ce qu'on peut appeler le beau, quoi. Après, moi, quelle est ma définition, j'en sais rien, mais... Est-ce que c'est une obsession chez vous quand vous construisez une exposition comme celle-ci, Sabordage? Est-ce que vous recherchez le beau ou est-ce que vous cherchez d'abord le sens? Je dirais que je cherche un peu des deux, quoi. J'ai besoin que ce soit séduisant, parce que, ne serait-ce que pour moi, sinon j'ai pas envie de le faire. Mais je pense que le sens est quand même primordial. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de réfléchir, de définir la société dans laquelle on est, de se poser des questions. Est-ce que pour vous, c'est le rôle aussi de l'artiste que de nous pousser à ces réflexions, de nous emmener vers ces territoires de pensée ? Je sais pas, l'artiste n'est pas un prophète, hein, mais disons que je pense que le travail de l'artiste, c'est d'absorber ce qu'il voit du monde et de le recracher d'une certaine manière pour le donner à voir à travers son prisme. Après, je pense pas qu'il y ait de rôle messianique de l'artiste. Là, vous avez travaillé sur la thématique du naufrage. Sur quoi est-ce que vous travaillez pour les projets de demain? Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça qui guident votre réflexion artistique? Oui, en fait, les thèmes sont très concomitants aux espaces dans lesquels j'interviens. Là, pour le coup, j'ai travaillé là-dessus parce que j'étais sur un bateau. Après, je pense que s'il y a une thématique qui rejoint un peu tout mon travail, c'est peut-être la mise en exergue d'un certain sens de l'absurde. C'est quoi l'absurde pour vous ? L'absurde, c'est la vie, hein. C'est ce vide existentiel qui nous saisit quand on se pose la question de pourquoi on est là. Voilà. C'est ça l'absurde, tout réside dans pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Oui, et puis comment est-ce qu'on essaye de pallier ce sentiment d'absurdité en racontant des histoires. Et vous, c'est en racontant des histoires. Voilà. Et en produisant des expériences immersives, des expositions, en produisant des objets d'art. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Et demain, ce sera quoi le projet ? J'ai plusieurs projets en cours, je travaille sur plusieurs expositions, mais la prochaine chose que je vais faire là, dans 2 jours, c'est que je vais faire une installation dans un musée à côté de Saint-Étienne, à Saint-Chamond, au Mosa, où je dois travailler sur une caravane. Encore un véhicule. Encore un véhicule, ça dit quelque chose. Hein. Cette fois-ci. Mais... Et vous allez interroger quoi ? Je vais murer cette caravane pour évoquer peut-être l'isolement, en tout cas le retrait du monde, quoi. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette exposition sur la péniche fluctuaire que vous connaissez bien. Ça s'appelle Sabordage et c'est signé Le Valais. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite au Figaro Histoire qui nous raconte une partie de l'histoire de France aujourd'hui. Tous les lundis, le Figaro Histoire nous raconte un moment de l'histoire de France. Évidemment, on le fait avec Geoffroy Caillé. On est ravis de vous avoir avec nous, Geoffroy, pour une nouvelle page de l'histoire de France extrêmement importante, celle du 14 juillet 1789, ce jour qui s'est imposé comme un événement emblématique de la Révolution et qui fait souvent l'objet de nombreuses confusions. Alors que s'est-il passé exactement ce jour-là ? Est-ce bien le jour qui a été choisi pour notre fête nationale ? On va faire le point avec vous, Geoffroy Caillé. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire. Vous nous avez récemment parlé des journées de 1789 qui ont ouvert finalement le processus révolutionnaire en France avec l'élection d'une Assemblée nationale. Où est-ce qu'on en est donc 15 jours plus tard ? Alors au tout début de juillet, 3 événements surviennent qui vont vraiment nouer la situation de façon rapidement inextricable. La première, elle est liée à la crise économique qui sévit en France, c'est que le pain atteint son niveau de cherté le plus important depuis le règne de Louis XIV, depuis 1715. Ça devient très difficile de s'alimenter à Paris. Le second élément, c'est le renvoi du ministre Necker. Necker, c'était un ministre très populaire auprès du peuple parisien parce que c'est lui, on l'avait vu ensemble, qui avait obtenu du roi la double représentation du tiers-état. Exactement, aux États généraux. On le voit à l'écran, le banquier Necker. Et le troisième élément, c'est l'arrivée de 25 000 hommes de troupes autour de la capitale qui se massent aux abords de Paris. Est-ce que c'était vraiment pour ça ? Alors, ça fait croire, du point de vue du peuple, que le roi prépare la dissolution de l'Assemblée. C'est la crainte, mais en réalité pas du tout. Le but de l'arrivée de ces troupes, c'était justement la prévision du roi que, à cause de la cherté du pain, des convois de ravitaillement pourraient être attaqués. Et donc, il fallait défendre ces convois de façon à ce que la nourriture ne manque pas et soit acheminée là où elle devait arriver. C'était donc pour éviter les pillages. Exactement. Comment est-ce que va évoluer la situation que vous nous décrivez ? Alors, la mobilisation
populaire est encouragé par un journaliste qui s'appelle Camille Desmoulins. C'est un journaliste assez excité et qui campe, on pourrait dire, dans le Palais Royal, dans les jardins du Palais Royal, qui est à Paris le haut lieu de l'agitation révolutionnaire. Le Palais Royal appartient au duc d'Orléans. C'est un des alliés de la Révolution, des alliés libéraux de la Révolution, le duc d'Orléans. Et alors Camille Desmoulins, c'est lui qui apprend au peuple parisien le renvoi du ministre Necker. Donc il appelle à l'insurrection finalement. Il appelle à l'insurrection, il chauffe à blanc la foule, on peut le dire, et très rapidement des milliers de manifestants se mettent en marche et se heurtent aux soldats. On assiste à des échauffourées qui sont violentes, qui sont nombreuses, qui durent une partie de la nuit, et la situation est si critique que le commandant des troupes, qui s'appelle le baron de Besenval, décide d'abandonner la situation aux Parisiens. Après la nuit ont lieu des pillages, la mise aux flammes des barrières d'octroi qui permettaient de contrôler les chariots de marchandises qui rentraient dans Paris. Bientôt le couvent Saint-Lazare qui abrite de la nourriture destinée aux nécessiteux, aux chômeurs est pris d'assaut, le garde-meuble de la couronne également. La situation vraiment devient absolument explosive et Paris est vraiment livré aux mains d'une horde déchaînée. On libère même des prisonniers de droit commun, donc des gens qui sont là pour une bonne raison, à la prison de la Force. Si bien que le 14 au matin, ce qui nous intéresse, eh bien les émeutiers se dirigent vers les Invalides. Pourquoi les Invalides ? Parce qu'on sait qu'aux Invalides, il y a des canons évidemment à l'entrée, et puis surtout des fusils pour la foule à récupérer. Donc un stock d'armes. Un stock d'armes. Ils parviennent, ces émeutiers, à forcer les portes des Invalides. Enfin, le gouverneur laisse finalement, pour éviter une effusion de sang plus grande, ouvrir les portes, et les émeutiers se retrouvent avec des canons, des fusils en main. Mais il leur manque les quelque chiffres sont chose. impressionnants, 32 000 fusils, 12 pièces de canon, mais il leur manque de la poudre, c'est ça ? Il leur manque de la poudre. Et la poudre, ça se trouve... À la Bastille. À la Bastille. Qu'était alors la Bastille ? Alors la Bastille, à cette époque, c'était une vieille forteresse médiévale qui était tellement devenue encombrante que le roi avait même songé la détruire. Mais ça coûtait trop cher finalement, alors on s'est dit on va la laisser en place. Mais elle est très impressionnante, on le voit à l'écran avec ces 8 tours qui dominent le faubourg Saint-Antoine. Le faubourg Saint-Antoine, on l'a déjà rencontré quand on a parlé du pillage de la manufacture Réveillon en avril 1789. C'est un quartier qui est habité par des artisans et donc qui est assez sensible aux idées révolutionnaires. Et donc la Bastille, elle ne sert plus qu'à emprisonner quelques prisonniers, il y en a vraiment très peu, mais dans l'esprit des Français, dans l'esprit surtout du peuple, elle est très symbolique. Parce que comme on pouvait faire emprisonner des gens à l'époque sur lettre de cachet, ça devient un peu un symbole de l'arbitraire royal. Et cette Bastille, elle a beau être quasiment vide, elle est gardée par 82 invalides, qui sont des militaires en retraite qui sont là à camper dedans, et elle est dirigée par un gouverneur qui s'appelle le marquis de Launay, qui n'a pas d'expérience vraiment du commandement au feu, et il a fait entreposer dans l'idée, parce qu'il avait bien pensé que la Bastille pourrait intéresser les Parisiens, il a fait entreposer dans les jours qui ont précédé le 14, 250 barils de poudre pour mettre la forteresse en état de se défendre s'il était besoin. Qu'est-ce qui va se passer effectivement ? Eh bien, après les Invalides, en fin de matinée, vers 10h30, 11h le 14 juillet, un cortège menaçant rapplique vers le quartier de la Bastille, envahit les abords de la prison, mais est maintenu à l'extérieur parce qu'il y a un pont-levis pour accéder à la Bastille. Le gouverneur, le marquis de Launay, accepte de recevoir 2 délégations qui lui demandent de co-diriger, si vous voulez, avec lui, la Bastille. C'est une milice bourgeoise qui, en fait, représente la municipalité de Paris, mais le marquis explique qu'il n'a reçu un ordre du roi que pour diriger lui-même la défense de la Bastille et qu'il n'a pas de raison d'autoriser cette milice à l'accompagner dans cette défense, mais il donne sa parole de ne pas faire tirer la foule, à condition qu'elle évidemment... ne s'empare pas des ponts-levis, on l'imagine. Voilà, il fallait bien que la foule reste tranquille et qu'elle ne s'empare pas de ces ponts-levis. Donc on essaye d'éviter une effusion de sang. On essaie d'éviter une effusion de sang, mais vous allez voir que ça ne va pas durer très longtemps parce que le nombre de manifestants grossit aux abords
abords de la Bastille, ils deviennent menaçants, ils deviennent aux alentours de midi, 13h, plusieurs centaines, parmi lesquels il y a quelques gardes françaises, c'est-à-dire des troupes royales, des déserteurs, qui sont passés du côté des insurgés. Donc pour un gouverneur de forteresse, c'est très impressionnant, et certains de ces manifestants, évidemment, portent des fusils pillés le matin aux Invalides. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on croit toujours que le 14 juillet, il fait extrêmement chaud, comme les jours qu'on a connus récemment, et pas du tout. Au plus fort de la journée, vers midi, il fait à peine 21-22 degrés à Paris, et donc... c'est tout à fait dans le ton des températures qu'on vit en ce moment à Paris. Oui, c'est tout à fait estival, mais c'est pas non plus caniculaire comme on a pu le connaître en tout cas il y a quelques jours. Mais l'idée, vous voyez, de tension et de surchauffe de l'esprit parisien à cause notamment de la nuit précédente, le 13 juillet, est telle que on se représente souvent la Bastille comme un jour caniculaire où il faisait peut-être 34 ou 35 degrés. Ça fait partie des idées reçues finalement sur la prise de la Bastille. Ça fait partie un peu des mythes de la prise de la Bastille. Ouais. Et là, il y a un malentendu qui intervient, un vrai malentendu. Oui, exactement, parce qu'une explosion a lieu, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais elle est prise pour une canonnade du point de vue de la foule, une canonnade qui aurait été ordonnée par le marquis de Launay, le gouverneur de la Bastille, et ça déclenche les premiers assauts. Quelques émeutiers passent, on le voit sur l'image à l'écran, sur le corps de garde qui en fait jouxte la Bastille et qui donc peut donner un accès à l'intérieur. C'est ce qu'ils ne se privent pas de faire et ils se mettent, une fois qu'ils sont rentrés dans la première cour, à couper à coups de hache les chaînes du pont-levis, et le pont-levis s'abat très lourdement. Il tombe et là les émeutiers rentrent dans la première cour de la Bastille et pendant 3h30 la Bastille va être soumise à un siège en règle parce qu'il y a une seconde cour, donc la Bastille reste de toute façon toujours imprenable, mais voilà que de nouveaux émeutiers amènent cette fois non plus de simples fusils mais des canons, 3 canons et un mortier, de façon à attaquer directement la vieille forteresse et à l'attaquer vraiment à coups de canon. Et alors là le marquis de Launay, je vous le disais, qui n'a pas d'expérience de commandement au feu, est terrorisé et demande à capituler avec les honneurs de la guerre. Donc c'est le fameux drapeau blanc. Il dit là, on va se rendre, la Bastille va se rendre, mais surtout... Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les défenseurs de la Bastille ne seront pas passés par les armes, par les émeutiers. Voyez, il veut sauver sa garnison, il veut sauver évidemment aussi sa vie. Les parlementaires acceptent les conditions du marquis de Launay et là les portes de la Bastille s'ouvrent, les portes qui sont après le pont-levis. À ce moment-là, la foule s'engouffre dans l'enceinte, elle s'empare des armes qui existent et surtout de la poudre, elle saccage tout, elle jette par les fenêtres tout ce qu'elle trouve et notamment tous les dossiers d'archives de la Bastille et notamment les dossiers des prisonniers. Est-ce que ces prisonniers sont effectivement libérés ? Oui, alors ce qui est très, très étonnant, c'est que c'est pas la première chose que les prisonniers vont faire. Et très souvent, on présente la prise de la Bastille comme la libération des prisonniers victimes de l'arbitraire royal. Disons que c'était pas l'objectif numéro 1. C'était pas l'objectif numéro 1, et ils s'en préoccupent finalement assez tard, une fois qu'ils ont bien tout saccagé. Et là, quand ils s'occupent de descendre dans les geôles de la Bastille, ils ne trouvent que 7 prisonniers. Alors tenez-vous bien, il y a 4 faussaires, 2 fous et un débauché qui a été emprisonné à la demande même de sa famille. On se demande s'il n'a pas été coupable d'inceste. C'est cocasse. C'est cocasse parce qu'en fait, ça n'a que peu de choses à voir avec l'arbitraire royal, pour pas dire rien du tout. Ce qui en revanche est beaucoup plus sinistre, c'est que le marquis de Launay est emmené à l'hôtel de ville, il est frappé à coups de crosse, à coups de poing, et il n'a même pas le temps de monter les marches de l'hôtel de ville qu'il est massacré par la foule des émeutiers. Un garçon cuisinier lui coupe la tête avec un canif, un couteau de poche qu'il a. La chronique dit qu'il savait travailler les viandes. Vous voyez, ça a servi à quelque chose. Quelques officiers et les soldats de la garnison se retrouvent livrés au même sort. Quant au prévôt de Paris, qui est vraiment le chef de la municipalité traditionnelle, Jacques de Flesselles, il refuse de fournir des armes à la foule et donc il est abattu et très rapidement on promène sa tête sur une pique comme celle du marquis de Launay. Donc finalement, ça se finit dans un bain de sang. Ça se finit dans un bain de sang et le bilan est assez lourd. 83 assaillants ont péri du côté de ceux qui sont arrivés à la Bastille. Il y en a une quinzaine d'autres qui vont mourir de leurs blessures. Les assiégés, eux, n'ont que 1 tué et 3 blessés. Et les assaillants, ce sont à peu près ceux qu'on avait retrouvés déjà à l'époque du pillage de la manufacture Réveillon, c'est-à-dire des artisans du faubourg Saint-Antoine, mais également, on ne l'a pas assez dit, des voleurs, vraiment des bandits, des malfrats qui cherchaient
chercher la moindre occasion pour donner le coup de poing. Ça, c'est un peu Donc le premier... quand on dit la prise de la Bastille, est-ce qu'elle a vraiment été prise? En fait, non. On voyait bien que finalement, elle s'est rendue. Le marquis de Launay n'aurait pas ouvert les portes. Disons qu'il y a eu un état de siège. Il y a eu un état de siège, et avec cette situation qui a dégénéré, mais si le marquis de Launay n'avait pas ouvert les portes, la vieille forteresse n'aurait pas été simplement détruite avec 3 petits canons. Et quant à la délivrance des prisonniers, vous savez ce qu'il faut en penser maintenant. Le but, c'était vraiment d'aller chercher de la poudre pour garnir ces fusils. Mais que faisait Louis XVI? Alors Louis XVI, justement, ça a aussi fait couler beaucoup d'encre, parce que dans son carnet, on a retrouvé la mention « rien », comme s'il ne s'était rien passé pour le roi. Mais en réalité, le roi a su les événements bien plus tard, et dans ce carnet, il ne notait pas les événements politiques, mais le résultat de ses chasses et des fêtes qui avaient lieu à Versailles. Donc ce jour-là, il ne se passait rien à Versailles, donc il a écrit « rien ». Mais ce n'était pas rien en référence à ce qui s'était passé à la Bastille. Est-ce que notre fête nationale célèbre effectivement la prise de la Bastille? Eh bien, pour tout vous dire, en fait, on n'en sait rien. C'est assez curieux, mais quand, en 1880, une loi a institué le 14 juillet, fête nationale de la France, ça a été une double référence qui ne précisait pas exactement de quel événement il s'agissait. Soit le 14 juillet 89, la prise de la Bastille, soit la fête de la Fédération, 14 juillet 1790, un an plus tard, qui était une fête beaucoup plus consensuelle, parce que le roi prêtait serment sur la Constitution. C'est une belle harmonie qui malheureusement n'a pas duré, mais en tout cas ça n'était pas un événement sanglant. Et pour être certain que tous les députés de droite et de gauche s'accordent sur ce vote du 14 juillet, on a mélangé les deux et on n'a pas dit officiellement de quelle fête il s'agissait, de quel événement il s'agissait. Mais on fête quelque chose le 14 juillet 1789. On fait quelque chose le 14 juillet et on a dit que c'était la fête nationale de la France. C'est donc dans quelques jours. Exactement, et merci de nous en avoir parlé au préalable, comme ça on comprendra mieux ce qui se passe lundi prochain. C'était votre dernière chronique histoire de l'année. On vous retrouve évidemment en septembre avec un immense bonheur, et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure sur le canal 34. Merci beaucoup.